Le 14 novembre 2018, à 8400 mètres d'altitude, dans la zone de la mort de l'Everest, un alpiniste chevronné a disparu sans laisser de traces. Les derniers mots captés par radio parlaient de vent à plus de 150 km/h, d'une visibilité nulle et d'une décision désespérée, traverser une zone non cartographiée pour échapper à la tempête. Les recherches ont duré 3 semaines. On n'a rien trouvé. Le dossier a été classé. Un nom de plus gravé dans la longue liste des disparus de l'Everest. Mais 6 ans plus tard, en mars 2024, une expédition scientifique internationale installe un radar de pénétration glaciaire de dernière génération sur le flanc nord de la montagne. L'objectif, cartographier le déplacement des masses de glace millénaires. Ce que les chercheurs découvrent dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Une signature thermique faible, mais persistante, provenant de l'intérieur d'une crevasse profonde, scellée par des dizaines de mètres de glace ancienne. Un endroit où aucun être humain ne pourrait survivre. Et pourtant, quelque chose émet de la chaleur. Les images radar révèlent des formes métalliques accrochées à la paroi rocheuse, des marques récentes dans la glace, des traces de mouvement. L'impossible devient réalité. Quelqu'un ou quelque chose se trouve encore là-bas, à l'intérieur de cette prison de glace, dans un endroit que personne n'aurait dû atteindre. Cette histoire reconstitue les dernières 72 heures de l'alpiniste disparu, le silence qui a suivi sa disparition, et la découverte perturbante qui transforme un dossier archivé en l'un des plus grands mystères jamais enregistrés sur la montagne la plus dangereuse de la planète. Avant de commencer, si vous aimez les histoires vraies, qui défient la logique et les enquêtes qui vous tiennent en haleine jusqu'au dernier mot, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like sur cette vidéo. Et dites-nous dans les commentaires de quel endroit du monde regardez-vous cette histoire. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces récits incroyables. Maintenant, retournons au sommet du monde, là où le silence cache des vérités que personne ne devrait découvrir. Camp de base nord, Tibet, 12 novembre 2018. Le vent hurlait contre les parois de la tente comme une bête enragée. À l'intérieur, éclairé par la lumière vacillante d'une lampe frontale, Julien Marceau vérifiait une dernière fois son équipement. 38 ans, guide de haute montagne français, avec 12 années d'expérience et 4 sommets de plus de 8000 mètres à son actif. Il connaissait l'Everest mieux que la plupart. C'était sa 5e expédition sur le toit du monde. Mais cette fois, quelque chose était différent. « Tu es sûr de vouloir partir demain ?» demanda Sarah Chen, l'alpiniste sino-américaine avec qui il partageait cette expédition. Elle était assise en tailleur sur son sac de couchage, scrutant les prévisions météorologiques sur son ordinateur portable alimenté par une batterie solaire. Les modèles montrent une fenêtre de 3 jours maximum. Après ça, un système dépressionnaire majeur arrive du nord-ouest. Julien leva les yeux de son harnais. Son visage tanné par des années d'exposition au soleil d'altitude portait les traces d'une détermination tranquille. Justement, 3 jours, c'est suffisant pour monter, atteindre le sommet et redescendre jusqu'au camp 3. On ne peut pas attendre. La saison se termine, Sarah. Si on rate cette fenêtre, on rentre bredouille. Sarah fronça les sourcils. Elle avait 32 ans. Diplômée en météorologie avant de devenir alpiniste professionnelle, et ses instincts lui disaient que quelque chose clochait dans les données. Les températures étaient anormalement basses pour cette période de novembre. Les vents en haute altitude montraient des fluctuations erratiques, mais elle connaissait aussi ce regard chez Julien, celui d'un homme qui avait investi trop de temps, trop d'argent et trop d'énergie pour abandonner maintenant. « D'accord », finit-elle par dire, refermant son ordinateur. Mais on reste en communication radio constante. Au moindre changement, on redescend. Pas d'héroïsme stupide. Julien sourit, un sourire fatigué mais sincère. Promis, pas d'héroïsme stupide. Cette nuit-là, le camp de base bruissait d'une activité discrète. 23 alpinistes de 7 nationalités différentes préparaient leur dernière tentative de la saison. Dans la tente-messe commune, illuminée par des lampes à kérosène qui projetaient des ombres dansantes sur les parois de nylon, les conversations tournaient autour des conditions, des stratégies de montée et des histoires de ceux qui n'étaient jamais redescendus. « Vous connaissez l'histoire de David Sharp ?» demanda un jeune alpiniste néo-zélandais, les yeux brillants d'une fascination morbide. « 2006. Il est mort près du sommet.
Plus de 40 personnes sont passées à côté de lui pendant qu'il agonisait. Personne ne s'est arrêté. « Dans la zone de la mort, tu ne peux sauver personne », répondit un Sherpa népalais nommé Pemba, sa voix grave portant le poids de la sagesse. « À cette altitude, tu as à peine assez d'oxygène pour te maintenir en vie toi-même. Aider quelqu'un d'autre, c'est condamner 2 personnes au lieu d'une. » Julien écoutait en silence, son regard perdu dans les flammes du petit réchaud à gaz posé sur la table pliante. Il avait vu des corps sur l'Everest lors de ses précédentes ascensions. Des silhouettes figées dans le temps, préservées par le froid extrême, certaines assises comme si elles se reposaient simplement, d'autres recroquevillées dans des positions de souffrance éternelle. L'Everest ne rendait pas ses morts. Il les gardait comme des monuments à l'ambition humaine. Camp 2, 13 novembre 2018, 6500 mètres. La montée vers le camp 2 avait été épuisante, mais sans incident majeur. Le soleil brillait dans un ciel d'un bleu si profond qu'il semblait irréel, presque artificiel. À cette altitude, chaque inspiration ne fournissait qu'un tiers de l'oxygène disponible au niveau de la mer. Le corps commençait déjà à se décomposer lentement, les cellules mouraient plus vite qu'elles ne pouvaient se régénérer. C'était le prix à payer pour toucher les nuages. Julien et Sarah installèrent leur tente sur une plateforme de glace dure, taillée par une équipe de Sherpas quelques jours auparavant. Autour d'eux, la face nord de l'Everest s'élevait comme un mur titanesque de roches et de glace. Ses parois abruptes, striées par les cicatrices d'avalanches anciennes. Le vent avait faibli, mais l'air restait glacial, mordant la peau exposée en quelques secondes. « Comment tu te sens ?» demanda Sarah, en installant leur réchaud pour faire fondre de la glace. « Fatigué, mais bien. » Julien massa ses tempes, sentant les premiers signes du mal aigu des montagnes, le léger mal de tête, la nausée diffuse. Rien d'alarmant encore. « Et toi ?»« Pareil, j'ai vérifié les prévisions il y a 1 heure. La fenêtre tient toujours, mais le système dépressionnaire accélère. On a peut-être 2 jours et demi maintenant, pas 3. » Julien acquiesça, les yeux fixés sur le sommet, encore invisible derrière les arêtes rocheuses supérieures. Si près, et pourtant si loin. 2000 mètres verticaux les séparaient encore du toit du monde. 2000 mètres où l'air se raréfiait encore davantage, où la température pouvait descendre à moins 50 degrés avec le facteur de refroidissement éolien, où le moindre faux pas signifiait une chute mortelle. Cette nuit-là, allongé dans son sac de couchage, Julien ne trouva pas le sommeil. À travers la paroi fine de la tente, il entendait le grondement lointain des avalanches, le craquement des glaciers qui bougeaient imperceptiblement. L'Everest était vivant, d'une manière qui défiait toute logique humaine. C'était un organisme géant, indifférent aux petites créatures qui rampaient sur ses flancs. Il pensa à sa famille en France, à Émilie, sa sœur cadette, qui lui avait fait promettre de revenir vivant, à ses neveux, Lucas et Chloé, qui croyaient que leur oncle était invincible. Il avait toujours été prudent, calculateur, jamais téméraire, mais l'Everest avait une façon de transformer la prudence en arrogance, de faire croire aux hommes qu'ils pouvaient contrôler l'incontrôlable. Camp 3, 14 novembre 2018, 7300 mètres. Le 3e jour, tout commença à changer. Le ciel, si clair les jours précédents, prenait une teinte laiteuse. Le vent, qui était resté modéré, commençait à souffler par rafales imprévisibles. La température avait chuté brutalement pendant la nuit, et au réveil, Julien constata que son eau potable avait gelé à l'intérieur de sa tente. « Les prévisions étaient fausses », annonça Sarah, en sortant de sa propre tente, le visage tendu. Le système dépressionnaire est arrivé plus tôt que prévu, 12 heures d'avance. Les vents en haute altitude dépassent déjà 120 km/h. Julien sentit son estomac se nouer. Ils étaient maintenant à 7300 mètres, dans ce que les alpinistes appelaient la zone intermédiaire, trop haut pour redescendre rapidement, trop bas pour atteindre le sommet avant que la tempête ne frappe de plein fouet. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle. C'était la question à $1 million. Redescendre maintenant signifiait abandonner. Continuer signifiait prendre un risque calculé, mais potentiellement mortel. Julien scruta le ciel, évaluant les nuages qui s'accumulaient à l'horizon comme une armée silencieuse. « On continue jusqu'au camp 4, décida-t-il finalement. À 7900 mètres, on sera mieux protégé. Si la tempête empire, on peut se terrer là-bas jusqu'à ce qu'elle passe. Si elle se calme, on a encore une chance d'atteindre le sommet. »
Sarah hésita puis acquiesça. C'était une décision raisonnable sur le papier, mais tous deux savaient que sur l'Everest, le papier ne valait rien. Seule la montagne décidait qui vivait et qui mourrait. Ils grimpèrent toute la journée, progressant lentement sur la face de Lhotse, une paroi de glace presque verticale qui nécessitait l'utilisation de cordes fixes et de crampons. Chaque pas était une lutte contre la gravité, contre le manque d'oxygène, contre le froid qui s'infiltrait à travers les multiples couches de vêtements techniques. À 16h30, alors que la lumière commençait à décliner, ils atteignirent le camp 4. Plusieurs autres équipes étaient déjà là, leurs tentes multicolores accrochées précairement à un rebord rocheux étroit. L'atmosphère était tendue. Tout le monde avait vu les nuages. Tout le monde savait ce qui arrivait. Météo France vient de mettre à jour ses prévisions, annonça un alpiniste français que Julien connaissait de réputation. Tempête de catégorie 4, vent pouvant atteindre 180 km/h au sommet. Il recommande une descente immédiate de tous les alpinistes en haute altitude. Un silence pesant s'installa. Plusieurs personnes commencèrent à ranger leur équipement, se préparant à redescendre dès l'aube. Mais Julien remarqua que d'autres, comme lui, regardèrent vers le sommet avec cette lueur obstinée dans les yeux, celle qui disait « Pas encore, pas maintenant, j'étais si proche ». Cette nuit-là, le vent se déchaîna. Les tentes vibraient violemment, menaçant de s'arracher à tout moment. Le bruit était assourdissant, un hurlement incessant qui rendait le sommeil impossible. Julien resta éveillé, recroquevillé dans son sac de couchage, écoutant la fureur de la montagne. À 3h47 du matin, sa radio grésilla. C'était Sarah, dans la tente voisine. « Julien, tu es réveillé ?»« Oui. »« On redescend au lever du jour. C'est trop dangereux. On reviendra la saison prochaine. » Julien ferma les yeux. Elle avait raison. Il le savait. Mais l'idée de redescendre maintenant, après tout ce qu'ils avaient enduré, lui était insupportable. Il y avait peut-être une autre option, une route alternative, moins exposée au vent, qui pourrait leur donner une dernière chance. « Sarah, il y a un passage. Sur le versant est, moins fréquenté mais plus protégé. Si on part maintenant, avant l'aube, on pourrait contourner le pire de la tempête. » Un long silence suivit. Puis, « Julien, ne fais pas ça. Ce passage n'est pas cartographié correctement. Personne ne l'utilise parce qu'il est trop risqué. Ou parce que personne n'a essayé, » répondit-il doucement. Julien, « Va dormir, Sarah. On en reparlera demain. » Mais Julien savait déjà qu'il n'attendrait pas le lever du jour. À 4h30, alors que le camp dormait encore, il enfila son équipement en silence, vérifia une dernière fois son oxygène, ses cordes, son matériel de communication. Puis il sortit dans la nuit glaciale et commença à grimper vers l'est, là où personne ne le suivrait, vers un passage qui n'apparaissait que comme une ligne floue sur les cartes satellites. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Julien Marceau vivant. Camp 4, 14 novembre 2018, 6h15 du matin, Sarah Chen sortit de sa tente au moment précis où les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter le ciel d'un violet profond. Le vent hurlait toujours, mais avec moins de violence qu'au cœur de la nuit. Elle se dirigea immédiatement vers la tente de Julien, déjà certaine de ce qu'elle allait trouver. La tente était vide, le sac de couchage froid au toucher. L'équipement de secours était parti. Cordes supplémentaires, oxygène, balises. Sur le sol gelé, une empreinte de crampons pointait vers l'est. « Non, 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 non !» murmura-t-elle, ses mains gantées serrant convulsivement sa radio. Elle l'alluma, ajusta la fréquence. « Julien, tu m'entends? Julien, réponds-moi, bordel !» Silence. Puis, après une dizaine de secondes angoissantes, un crépitement. Une voix déformée par les parasites, à peine audible à travers le rugissement du vent. « Sarah, écoute, je sais, tu es en colère, mais le passage est praticable, moins de vent. Je vois, le sommet. Julien, reviens immédiatement. Tu es seul, dans une zone non cartographiée pendant une tempête, » hurla-t-elle dans la radio, sachant que c'était inutile. Elle connaissait ce ton dans sa voix. C'était celui d'un homme qui avait déjà pris sa décision et qui ne reviendrait pas en arrière. « Je continue. 40 minutes. Jusqu'à l'arête. Ensuite, évaluation. Si c'est trop. Risqué. Je redescends. Promis. Julien !» Mais la communication était déjà coupée. Sarah fixa la radio dans sa main, le cœur battant violemment dans sa poitrine, chaque battement une lutte contre la raréfaction de l'oxygène.
Elle devait prendre une décision. Le suivre, alerter les autres, attendre. Autour d'elle, le camp commençait à s'éveiller. Des têtes émergeaient des tentes. Des alpinistes évaluaient les conditions, discutaient à voix basse de la descente qui les attendait. Sarah s'approcha du guide népalais le plus expérimenté, un homme dans la cinquantaine nommé Hank Dorji, qui avait gravi l'Everest 17 fois. Mon partenaire est parti seul, vers l'est, le passage non cartographié. Les yeux de Hank Dorji s'élargirent. Quand? Il y a peut-être 2 heures, peut-être plus. Le Sherpa secoua lentement la tête, son visage ridé par les années et l'altitude exprimant une tristesse résignée. S'il est déjà sur l'arête est, on ne peut pas le rejoindre. Pas avec cette tempête qui arrive, ce serait du suicide. On ne peut pas juste l'abandonner. On ne l'abandonne pas, mademoiselle Chen. Il a fait un choix, un mauvais choix. Hank Dorji posa une main gantée sur son épaule. Maintenant, vous devez faire le vôtre. Vous restez en vie. Sarah sentit les larmes monter, qu'elle refoula immédiatement. Pleurer à cette altitude était dangereux. Les larmes gelaient et pouvaient causer des gelures sur les joues. Elle activa à nouveau sa radio, essayant toutes les fréquences possibles. « Julien, si tu m'entends, donne-moi ta position exacte. On va organiser une équipe de secours dès que la tempête se calme. Julien, réponds-moi. » Rien, juste le sifflement du vent et la statique électronique. Base Camp Nord, 14 novembre, 14h30. La nouvelle du départ non autorisé de Julien atteignit le camp de base en début d'après-midi. Chen Wei, le coordinateur chinois des expéditions pour le versant nord, convoqua une réunion d'urgence dans la grande tente de communication. Autour d'une table pliante encombrée de cartes topographiques, de radios et d'ordinateurs portables, 6 personnes se rassemblèrent. Chen Wei lui-même, 2 officiers de liaison militaire chinois, un représentant de l'association népalaise de montagne et 2 guides occidentaux qui connaissaient de bien la région. « Montrez-moi exactement où il est allé », demanda Chen Wei, pointant la carte satellite étalée devant eux. Sarah, redescendue en urgence avec 3 autres alpinistes, traça une ligne approximative avec son doigt. Il a quitté le camp vers 4 heures du matin, direction est-nord-est. Il parlait d'un passage moins exposé au vent, qui contournerait l'arête principale. Un des guides occidentaux, un Allemand nommé Klaus, avec 20 ans d'expérience himalayenne, étudia la carte avec attention. Il y a effectivement une faille géologique dans ce secteur, une sorte de couloir naturel entre 2 formations rocheuses. Mais ce n'est pas un passage, c'est un piège mortel. Les avalanches y sont constantes, la glace est instable, et personne n'a jamais réussi à le cartographier complètement parce que c'est trop dangereux pour y installer des cordes fixes. « Pourquoi quelqu'un tenterait une chose pareille ?» demanda l'un des officiers chinois, incrédule. « La fièvre du sommet !» répondit Klaus simplement. « Quand tu es si proche, que tu as investi des mois de préparation, des dizaines de milliers d'euros, que ton ego est en jeu, la logique s'efface. Tu commences à prendre des décisions que tu ne prendrais jamais en temps normal. » Chen Wei se tourna vers Sarah. Dernière communication, 6h47 ce matin. Il disait qu'il voyait le sommet, que le passage était praticable. Depuis, rien, j'ai essayé toutes les heures. Radio morte. Un silence lourd s'installa. Tout le monde dans cette tente connaissait les statistiques. À cette altitude, avec cette tempête, sans communication, les chances de survie après 12 heures étaient de moins de 5%. Après 24 heures, elles descendaient à 0. « On lance les recherches quand ?» demanda Sarah, sa voix tremblant légèrement. Chen Wei échangea un regard avec les officiers militaires. « Mademoiselle Chen, vous devez comprendre que nous ne pouvons pas mettre en danger d'autres vies pour quelqu'un qui a violé les règles de sécurité et qui est parti délibérément dans une zone interdite. Donc vous allez juste le laisser mourir là-haut? Nous allons attendre que la tempête passe. Si elle se calme dans les prochaines 48 heures, nous enverrons un hélicoptère de reconnaissance. Mais je dois être honnête avec vous. Les chances qu'il soit encore vivant à ce moment-là sont infimes. Je sais. » Sarah se laissa tomber sur une chaise pliante, la tête entre les mains. « Il était mon ami, mon partenaire de cordée. Je l'ai laissé partir seul. »« Vous ne l'avez pas laissé partir, » dit doucement Klaus. « Il est parti. C'est différent. Dans cette montagne, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. » 15 novembre 2018, la tempête. La tempête frappa avec une violence que même les alpinistes les plus expérimentés n'avaient jamais vue.
Les vents dépassèrent 200 km/h au sommet, arrachant des rochers de plusieurs tonnes et les projetant comme des feuilles mortes. La température, avec le facteur de refroidissement éolien, descendit à moins 70 degrés Celsius. La visibilité était de 0 mètre. Au camp de base, recroquevillés dans les tentes renforcées, les occupants écoutaient le rugissement de la montagne. Plusieurs structures plus légères furent détruites. Un générateur fut renversé. Mais, miraculeusement, personne ne fut blessé. La montagne, cette fois, se contentait de hurler sa colère sans réclamer de nouveaux sacrifices. Sarah passait chaque heure éveillée à essayer de contacter Julien. Elle avait établi un protocole. Toutes les 30 minutes, elle envoyait un message sur toutes les fréquences disponibles, demandant une réponse, n'importe quel signe de vie. Rien ne venait jamais. La nuit du 15 au 16 novembre fut la plus longue de sa vie. Allongée dans son sac de couchage, écoutant la tente vibrer sous les assauts du vent, elle repassa en boucle leur dernière conversation. Aurait-elle pu dire quelque chose de différent, le convaincre de rester? Ou était-ce inévitable, écrit dans la personnalité même de Julien, cet homme brillant, compétent, mais incapable d'accepter la défaite? 17 novembre 2018. Les recherches. Le 17 novembre, la tempête se calma enfin. Le ciel retrouva ce bleu profond et impitoyable qui caractérisait l'Himalaya. Au camp de base, une réunion d'urgence décida du lancement d'une mission de recherche limitée. Un hélicoptère militaire chinois de haute altitude décolla à 9h ans, équipé de caméras thermiques et d'un équipement de communication avancé. Le pilote, le capitaine Zhang, avait 18 ans d'expérience dans les opérations de sauvetage en montagne. Mais même lui était nerveux. L'hélicoptère pouvait techniquement atteindre 7000 mètres, peut-être 7500 dans des conditions optimales. Au-delà, l'air était trop raréfié pour maintenir la portance. Sarah était à bord, attachée avec un harnais de sécurité, scrutant le flanc est de la montagne à travers les hublots. À ses côtés, Hang Dorji et un autre Sherpa, Pemba, qui connaissait la montagne mieux que quiconque. « Là !» dit soudain Pemba, pointant vers une formation rocheuse sombre. « C'est l'entrée du couloir dont il parlait. » Le pilote inclina l'hélicoptère, se rapprochant prudemment. Les pales fouettaient l'air avec difficulté, l'appareil vibrant dangereusement. Sur l'écran de la caméra thermique, rien. Aucune signature de chaleur, aucun signe de mouvement. Ils survolèrent la zone pendant 40 minutes, suivant le tracé supposé du couloir, aussi loin que l'hélicoptère pouvait aller. Rien. Juste de la roche grise, de la glace blanche et le silence éternel de la montagne. « On doit remonter », annonça finalement le capitaine Zhang. « On approche de la limite d'altitude, les moteurs surchauffent. » Sarah pressa son front contre le hublot froid, les yeux brûlants. Quelque part là-bas, peut-être à quelques centaines de mètres seulement, son ami était mort, ou mourant, ou déjà figé par le froid, une statue de glace parmi tant d'autres. 25 novembre 2018, clôture officielle. Après 8 jours de recherche intermittente, par hélicoptère quand la météo le permettait, avec des équipes au sol aussi haut qu'elles pouvaient grimper en sécurité, les autorités chinoises déclarèrent officiellement Julien Marceau disparu et présumé mort. Le dossier fut classé, son nom fut ajouté à la liste des victimes de l'Everest qui comptait déjà plus de 300 personnes. Une cérémonie commémorative fut organisée au camp de base. Des drapeaux de prière tibétains furent suspendus en son honneur. Plusieurs alpinistes partagèrent des histoires, des souvenirs. Sarah resta silencieuse, incapable de trouver les mots. Ce soir-là, seule dans sa tente, elle écrivit une longue lettre à la sœur de Julien, Émilie. Elle expliqua les circonstances, évita soigneusement de mentionner que Julien avait pris une décision irresponsable, se concentrant plutôt sur son courage, sa passion, son amour pour la montagne. Elle mentit en disant qu'il n'avait probablement pas souffert, que le froid à ces températures provoquait une sorte d'euphorie, un endormissement paisible. Elle ne savait pas si c'était vrai. Elle espérait juste que ça l'était. France. Décembre 2018. En France, dans une petite ville de Haute-Savoie, Émilie Marceau reçut la lettre 3 semaines après la disparition de son frère. Elle la lut dans le salon familial, entourée de photos de Julien au sommet de diverses montagnes. Le Kilimandjaro, le Mont Blanc, le Denali. Son mari, Thomas, était assis à côté d'elle, tenant sa main. Les enfants, Lucas et Chloé, 8 et 6 ans, ne comprenaient pas vraiment ce qui s'était passé.
Leur oncle était parti très haut dans les montagnes et ne reviendrait pas. C'était une idée abstraite pour eux, quelque chose qui ressemblait plus à une histoire qu'à la réalité. Émilie, elle, comprenait trop bien. Son frère aîné, celui qui l'avait protégé toute son enfance, qui lui avait appris à skier, qui l'avait encouragé à poursuivre ses rêves, même quand tout semblait impossible, était parti pour toujours. Il n'y aurait pas de corps à enterrer, pas de tombe à visiter, juste un nom sur une liste, et peut-être, quelque part sur le toit du monde, une silhouette figée dans la glace, regardant éternellement vers un sommet qu'il n'avait jamais atteint. Elle plia soigneusement la lettre de Sarah, la rangea dans une boîte avec d'autres souvenirs de Julien, des photos, des cartes postales envoyées de ses expéditions, un petit bout de corde d'escalade qu'il lui avait donné en plaisantant en disant « pour me ramener si je vais trop loin ». Mais personne ne l'avait ramené, et personne ne le ferait jamais. Les mois passèrent. La saison de l'Everest se termina. La neige tomba, recouvrant tout, ensevelissant les traces, effaçant les chemins. Le couloir où Julien avait disparu devint un 16-20 lieues tabou, une zone que même les alpinistes les plus téméraires évitaient. Parfois, lors des nuits claires, les Sherpas du camp de base nord racontaient avoir vu des lumières étranges se déplacer sur le flanc et de la montagne. Des reflets de glace, disaient des scientifiques. Des esprits des morts, murmuraient les anciens. Personne ne savait vraiment. L'Everest gardait ses secrets, comme il l'avait toujours fait, comme il le ferait toujours. Mais 6 ans plus tard, tout allait changer. Institut de glaciologie alpine, Grenoble, France, 15 mars 2024. Le docteur Sophie Renaud fixait son écran d'ordinateur avec une expression qui oscillait entre la fascination et l'incrédulité. À 43 ans, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de renommée internationale en dynamique glaciaire, elle avait passé 20 ans à étudier les glaciers du monde entier. Elle pensait avoir tout vu. Elle se trompait. « Thomas, tu peux venir voir ça ?» appela-t-elle sans détacher les yeux de l'écran. Son collègue, le docteur Thomas Beaumont, traversa le laboratoire moderne aux murs blancs et rempli d'équipements sophistiqués. Il se pencha sur l'épaule de Sophie, ajustant ses lunettes, pour mieux voir les données affichées. « Ce sont les résultats du nouveau système GPR que nous avons installé sur l'Everest en février ?» demanda-t-il. « Oui, le radar de pénétration glaciaire de 3e génération. Nous l'avons placé sur le flanc nord à 6800 mètres avec l'autorisation des autorités chinoises. L'objectif était de cartographier les mouvements de la masse glaciaire sous la surface, de mesurer l'impact du réchauffement climatique sur la structure interne de la montagne. » D'accord. Et qu'est-ce que je regarde exactement ? Sophie zooma sur une section particulière de l'image radar, une zone située à environ 8100 mètres d'altitude, dans une région que les cartes identifiaient simplement comme couloir et non cartographié. Ça, dit-elle en pointant une anomalie sur l'écran, une petite tache rouge-orange qui pulsait faiblement parmi le bleu profond de la glace environnante. C'est une signature thermique. Thomas fronça les sourcils. Une signature thermique ? À 8100 mètres, à l'intérieur d'une crevasse scellée par des dizaines de mètres de glace ? C'est impossible. Ça doit être une erreur de calibration. C'est ce que j'ai pensé aussi. J'ai vérifié 3 fois, recalibré les instruments à distance, lancé des diagnostics complets, demandé à l'équipe technique au Tibet de vérifier physiquement l'équipement. Tout fonctionne parfaitement. Thomas se redressa, croisant les bras. « Sophie, tu sais ce que tu suggères ? À cette altitude, dans ces conditions, rien ne peut générer de la chaleur. Un corps humain serait gelé en quelques heures. Un équipement électronique ne pourrait pas fonctionner. Même les réactions chimiques sont pratiquement impossibles à ces températures. » Je sais. Et pourtant, c'est là, faible, très faible, environ 0,3 degrés Celsius au-dessus de la température ambiante. Mais constant. J'ai les données des 15 derniers jours. La signature ne bouge pas, mais elle n'a pas disparu non plus. Thomas se laissa tomber sur une chaise, réfléchissant. Qu'est-ce qui pourrait l'expliquer ? Activité géothermique. Impossible. L'Everest est une zone tectoniquement stable. Pas de volcanisme, pas de source chaude, et une anomalie géothermique aurait une signature beaucoup plus large et diffuse. Celle-ci est très localisée, presque ponctuelle. Matériel radioactif ? Testé, aucune radiation détectable. Et de toute façon, personne ne transporte de matériel radioactif sur l'Everest.
Un long silence s'installa. Puis Thomas demanda d'une voix hésitante, « Tu penses que c'est organique ?» Sophie se tourna vers lui, et il vit dans ses yeux quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant chez sa collègue, toujours si rationnelle, du doute mêlé d'effroi. « Je ne sais pas quoi penser, Thomas, mais il y a autre chose. » Elle ouvrit un autre fichier, une image radar en haute résolution de la même zone. Cette fois, au lieu de montrer les températures, l'image révélait les contours physiques des objets détectés. « Regarde ça, les formes métalliques. » Thomas plissa les yeux. Au centre de la crevasse, là où se trouvait la signature thermique, le radar avait détecté plusieurs objets de densité élevée, des formes qui ne correspondaient pas aux structures géologiques naturelles, des formes qui ressemblaient à des mousquetons. « Des piolets, de l'équipement d'escalade, » murmura Thomas. « Exactement. Et il y a plus. Regarde les parois de la crevasse. » Elle zooma encore. Sur les bords de la faille glaciaire, le radar montrait des irrégularités. Des marques qui pourraient être des entailles, des prises taillées dans la glace. Des marques récentes, d'après la structure cristalline analysée par l'algorithme. Récentes comment? Moins de 6 mois, peut-être moins de 3. Thomas se passa une main dans les cheveux, une habitude qu'il avait quand il était stressé. « Sophie, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'il y a quelqu'un là-haut, coincé dans cette crevasse depuis des mois, encore vivant? » Je dis qu'il y a quelque chose là-haut qui émet de la chaleur et qui a laissé des traces d'activité récente. Je ne tire pas de conclusion. Je présente des données. Des données impossibles. Peut-être, mais elles sont là. Thomas se leva, fit les 100 pas dans le laboratoire. On doit signaler ça aux autorités chinoises, népalaises, à l'association himalayenne. J'y ai déjà pensé. Mais qu'est-ce qu'on dit? Que nos instruments détectent peut-être quelqu'un de vivant à 8000 mètres dans une crevasse inaccessible? Ils vont penser qu'on est fou ou que notre équipement est défectueux. Et honnêtement, je ne suis même pas sûr de ne pas être folle. Sophie se frotta les tempes. Elle n'avait presque pas dormi depuis qu'elle avait découvert l'anomalie 3 jours auparavant. Il y a une dernière chose, une chose que je n'ai pas voulu vérifier avant d'en être certaine. Quoi? J'ai croisé les coordonnées de l'anomalie avec la base de données des incidents sur l'Everest. L'emplacement exact correspond à... Elle fit apparaître un document sur un autre écran, un rapport officiel chinois datant de novembre 2018. La zone où un alpiniste français a disparu il y a 6 ans, Julien Marceau, parti seul dans une tempête, jamais retrouvé. Thomas lut le rapport en silence. Quand il releva la tête, son visage était pâle. « Tu penses que c'est lui, après 6 ans ?» « Je pense que c'est impossible, mais je pense aussi que nous devons vérifier. » Camp de base Nord, Tibet, 28 mars 2024. 2 semaines plus tard, Sophie Renaud se tenait pour la première fois au camp de base de l'Everest, entourée par les sommets géants de l'Himalaya qui s'élevaient dans toutes les directions. L'air raréfié rendait chaque respiration difficile, chaque mouvement laborieux. Elle comprenait maintenant pourquoi les alpinistes parlaient de la montagne avec un mélange de respect et de terreur. Elle n'était pas venue seule. Thomas l'accompagnait, ainsi que 3 techniciens spécialisés et une équipe de 5 Sherpas expérimentés dirigés par Hang Dorji, le même homme qui avait participé aux recherches initiales en 2018. La réunion avec les autorités chinoises avait été difficile. Chen Wei, toujours coordinateur des expéditions après 6 ans, était sceptique. « Docteur Renaud, comprenez ma position », avait-il dit lors de leur première rencontre dans la grande tente administrative. « Vous me demandez d'autoriser une expédition de recherche basée sur des données radar thermiques dans une zone extrêmement dangereuse pour rechercher quelqu'un qui est officiellement décédé depuis 6 ans. Je comprends que cela semble improbable, » avait répondu Sophie avec autant de diplomatie qu'elle pouvait rassembler. « Mais les données sont indéniables. Quelque chose émet de la chaleur à cet endroit précis. Même si ce n'est pas une personne vivante, cela pourrait être un équipement scientifique important ou une anomalie géologique qui mérite investigation. » Chen Wei avait étudié les graphiques et les images radar pendant de longues minutes. Finalement, il avait soupiré. « Très bien, mais à certaines conditions. L'expédition sera supervisée par nos équipes. Si les conditions météorologiques se détériorent, vous redescendez immédiatement. »
Et vous signez des décharges complètes. Ni le gouvernement chinois, ni l'administration du parc ne seront tenus responsables en cas d'accident. Sophie avait accepté sans hésiter. Maintenant, assise dans la tente de planification avec des cartes étalées devant elle, elle traçait l'itinéraire avec Hank Dorji. « C'est ici », dit-elle, pointant les coordonnées exactes sur la carte topographique haute résolution. 8127 mètres, au cœur du couloir est. Hank Dorji étudia la carte, puis secoua lentement la tête. « C'est très mauvais endroit, docteur. Parois verticales, glace instable, avalanche constante. C'est pourquoi personne n'y va jamais. Je sais, mais nous devons vérifier. Vous ne comprenez pas. » Le vieux Sherpa la regarda dans les yeux. « En 2018, quand le Français est parti là-bas, nous avons cherché pendant des semaines. Nous n'avons rien trouvé. Rien. Comme si la montagne l'avait avalé. Peut-être qu'elle l'a fait, dit Sophie doucement. Peut-être qu'elle l'a avalé et gardé, et maintenant quelque chose nous dit où regarder. » Hank Dorji resta silencieux un long moment. Puis, « Vous croyez vraiment qu'il pourrait être vivant ? Je crois que je dois savoir ce qui émet cette chaleur. Et si, par quelque miracle impossible, il est encore là-haut, encore vivant, nous lui devons d'essayer. » Le Sherpa acquiesça lentement. « D'accord. Nous montons demain si la météo est bonne. Mais, docteur Renaud, vous devez comprendre quelque chose. Sur cette montagne, les miracles n'existent pas, seulement les choix et leurs conséquences. » Cette nuit-là, Sophie ne dormit presque pas. Allongée dans son sac de couchage, dans une tente qu'elle partageait avec 2 techniciens déjà endormis, elle regardait le plafond de nylon onduler sous la brise nocturne. Son esprit tournait en boucle, analysant les données, cherchant des explications rationnelles. 0,3 degrés au-dessus de la température ambiante. Ce n'était presque rien. Un corps humain au repos générait environ 100 watts de chaleur. À 40 degrés Celsius, cette chaleur se dissiperait en quelques minutes après la mort, à moins que le corps ne soit pas complètement exposé, à moins qu'il soit protégé par quelque chose, une poche d'air dans la glace, un abri naturel, quelque chose qui créerait une isolation juste suffisante pour ralentir la perte de chaleur. Mais 6 ans, c'était impossible. Le métabolisme humain ne pouvait pas fonctionner à ces températures sans nourriture, sans eau, sans oxygène adéquat. Le cerveau mourrait après quelques minutes de privation d'oxygène. Le cœur s'arrêterait. Les cellules se décomposeraient, même dans le froid. Et pourtant, le signal était là, faible mais constant, défiant toute logique scientifique. Sophie se retourna dans son sac de couchage, essayant de trouver une position confortable sur le sol gelé. Dehors, elle entendait le vent qui commençait à se lever, ce vent éternel de l'Everest, qui ne dormait jamais vraiment. Elle pensa à Julien Marceau, cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais dont elle avait lu tous les rapports, étudié toutes les photos. Un homme compétent, expérimenté, qui avait fait un mauvais choix une nuit de novembre. Qui était parti seul dans l'obscurité, vers un passage inconnu, poursuivant un rêve qui s'était transformé en cauchemar. Si c'était lui là-haut, si, par quelque intervention divine ou aberration scientifique, il avait survécu, qu'avaient été ces 6 années, seul dans l'obscurité glaciale, prisonnier d'une tombe de glace, conscient ou inconscient, vivant ou dans un état entre les deux que la science ne pouvait pas encore expliquer? L'idée la terrifiait, mais elle la fascinait aussi. Demain, il grimperait. Demain, elle saurait, ou du moins, elle essaierait. Camp de base Nord, 29 mars 2024, 5h30 du matin. L'aube se levait sur l'Everest dans un spectacle de couleurs impossibles. Des roses profonds, des oranges électriques, des violets qui semblaient ne pas appartenir à ce monde. Sophie Renaud et son équipe étaient déjà debout, préparant le matériel pour l'ascension la plus importante et possiblement la plus dangereuse de sa carrière. L'équipe comptait 12 personnes au total. Sophie et Thomas, 3 techniciens spécialisés en équipement radar portable, 5 Sherpas dirigés par Hank Dorji et un médecin urgentiste népalais nommé Dr Patel, au cas où l'impossible se produirait et qu'il trouverait effectivement quelqu'un de vivant. Rappel des protocoles, annonça Hank Dorji, rassemblant tout le monde autour d'une carte plastifiée. Nous montons jusqu'au camp 2 aujourd'hui. Acclimatation là-bas pour la nuit.
Demain, ascension jusqu'au point d'accès du couloir est à 7800 mètres. C'est là que ça devient technique et dangereux. Rappel de sécurité crucial, intervint un des Sherpas les plus jeunes, Pasang. Le couloir est non cartographié, les avalanches y sont fréquentes et la glace est extrêmement instable. Nous aurons un système de cordes fixes, mais tout le monde doit rester attaché en permanence. Pas d'exception. Sophie enfila son harnais, vérifiant méticuleusement chaque mousqueton, chaque sangle. Elle avait suivi un entraînement intensif de 6 semaines avant de venir. Escalade sur glace, alpinisme technique, acclimatation en altitude. Mais elle restait une scientifique, pas une alpiniste professionnelle. Elle devrait se fier complètement à l'expertise des Sherpas. Thomas la rejoignit, ajustant son propre équipement. « Tu as dormi ?»« Pas vraiment. Toi ?» ?»« Quelques heures. J'ai rêvé qu'on trouvait quelque chose là-haut, mais je n'arrivais pas à voir quoi. » Sophie serra la sangle de son harnais un peu plus fort. « Thomas, si on trouve, je veux dire, si par miracle, ne dis rien. On va grimper, on va voir, on va documenter scientifiquement ce qui est là-haut et on reviendra vivant. C'est tout. » À 6h15 précise, l'équipe se mit en marche. Montée vers le camp 2, 29 mars, 8h13, 15h30. La progression était lente, mais constante. À cette altitude, chaque pas nécessitait 3 ou 4 respirations. Le corps luttait contre la raréfaction de l'oxygène, contre le froid qui s'infiltrait malgré les multiples couches de vêtements techniques, contre la pente abrupte qui semblait ne jamais finir. Sophie découvrait l'Everest de l'intérieur, non plus comme un sujet d'étude sur des écrans d'ordinateur, mais comme une réalité physique écrasante. La montagne était vivante d'une manière qu'aucun instrument ne pouvait mesurer. Elle sentait le craquement des glaciers sous ses pieds, entendait le grondement lointain des avalanches sur d'autres faces, voyait les traces des innombrables alpinistes qui étaient passés avant, drapeaux de prière déchirés, bouteilles d'oxygène abandonnées, et parfois des formes plus sombres dans la glace qu'elle préférait ne pas examiner de trop près. À 13 ans, ils firent une pause à 6300 mètres. Sophie s'assit sur son sac à dos, allaitant malgré le supplément d'oxygène qu'elle respirait par un masque léger. Ang Dorji s'approcha, lui tendant une bouteille d'eau chaude. « Comment vous sentez-vous, docteur ?» Comme si mes poumons étaient en feu et que ma tête allait exploser. Mais à part ça, très bien. Le Sherpa sourit. C'est normal, le mal d'altitude. Ça va empirer avant de s'améliorer. Vous avez pris votre acétazolamide? Oui, ce matin. Bon. Encore 2 heures jusqu'au camp 2. Vous pouvez continuer? Sophie but une longue gorgée d'eau, sentant le liquide chaud descendre dans sa gorge. Je n'ai pas le choix. On a fait trop de chemin pour abandonner maintenant. Ils atteignirent le camp 2 à 15h30, épuisés, mais indemnes. Les tentes avaient été montées par une équipe de support qui était partie la veille. Sophie s'effondra à l'intérieur de la sienne, chaque muscle de son corps hurlant de protestation. Cette nuit-là, le sommeil fut difficile. À 6500 mètres, le corps ne se reposait jamais vraiment. Le cœur battait trop vite, les poumons travaillaient trop fort, le cerveau recevait trop peu d'oxygène. Sophie dériva dans un état semi-conscient, hantée par des rêves étranges, où elle descendait dans des crevasses infinies, poursuivant une lumière qui reculait toujours. 30 mars 2024, l'approche du couloir. Le lendemain matin, l'équipe se réduisit. Seule Sophie, Thomas, Ang Dorji, Pasang, un 3e Sherpa nommé Tashi, et le docteur Patel continueraient jusqu'au couloir. Les autres resteraient au camp 2 comme équipe de support et de communication. La montée de 6500 à 7800 mètres prit 6 heures. Chaque mètre était une bataille. L'air était si raréfié maintenant que même avec l'oxygène supplémentaire, Sophie avait l'impression de respirer à travers un chiffon humide. Ses jambes étaient du plomb. Sa vision commençait à se rétrécir sur les bords, un signe précoce d'œdème cérébral d'altitude. « Docteur Renaud !» appela Ang Dorji via la radio intégrée à son masque. « Vos yeux sont injectés de sang. Comment vous sentez-vous » ? « Horrible, répondit-elle honnêtement, mais fonctionnel. Si vous commencez à avoir des troubles de coordination, des difficultés à parler ou de la confusion, vous me le dites immédiatement. L'œdème cérébral peut tuer en quelques heures. Je sais, je surveillerai. » À 13h45, ils atteignirent ce qui était marqué sur leur GPS comme « point d'entrée, couloir est non cartographié ».
C'était une faille dans la paroi rocheuse, à peine visible, qui s'enfonçait dans les entrailles de la montagne. La glace qui l'entourait était d'un bleu profond, presque noir, de la glace millénaire, compressée par son propre poids jusqu'à ce qu'elle devienne aussi dure que de l'acier. Hank Dorji s'approcha du bord, scrutant l'ouverture avec une expression grave. « C'est pire que je pensais. La faille est étroite, peut-être 2 mètres de large au maximum, et elle descend, je ne vois pas le fond. » Thomas sortit l'équipement radar portable, une merveille technologique de 15 kilos qui coûtait plus que la plupart des voitures. Il l'alluma, ajusta les paramètres, puis le pointa vers l'ouverture de la crevasse. « J'ai quelque chose » annonça-t-il après quelques secondes, regardant l'écran LCD. La signature thermique est à environ 53 mètres verticaux sous nous. Elle est plus forte maintenant qu'elle ne l'était sur les mesures à distance. 0,8 degrés au-dessus de l'ambiant. Sophie sentit son cœur s'accélérer, et pas seulement à cause de l'altitude. Plus forte? Comment c'est possible? Je ne sais pas. Peut-être que notre équipement est plus précis, ou peut-être que... Il hésita. Peut-être que quoi? Peut-être que la source de chaleur est devenue plus active. Un silence lourd s'installa. Tous les membres de l'équipe se regardèrent, une question non formulée suspendue dans l'air raréfié. Est-ce qu'ils allaient vraiment descendre là-dedans? Nous avons besoin d'un plan, dit finalement Hank Dorji. Descendre dans une crevasse à cette altitude, c'est du suicide sans préparation adéquate. Nous devons installer un système de cordes multiples, des points d'ancrage redondants, une communication radio constante. Combien de temps? Demanda Sophie. 4 heures pour tout installer correctement. Peut-être 5. Sophie regarda le ciel. Il était 14 heures. Ils auraient peut-être jusqu'à 18 heures avant que la température ne chute dramatiquement et que les vents nocturnes ne se lèvent. C'était serré, très serré. On le fait, décida-t-elle. On n'est pas venu jusqu'ici pour faire demi-tour maintenant. Les 4 heures suivantes furent un travail méticuleux et épuisant. Les Sherpas, avec une expertise accumulée sur des décennies, installèrent un système de cordes fixes qui descendait dans la crevasse, avec des points d'ancrage vissés dans la glace tous les 10 mètres. Un système de poulies fut mis en place pour permettre une extraction d'urgence. Des lampes LED haute puissance furent attachées le long de la descente. À 18h15, alors que le soleil commençait à descendre et que les ombres s'allongeaient démesurément sur la face de la montagne, tout était prêt. « Qui descend ?» demanda Tachi. « Moi » dit Sophie immédiatement. « Docteur, avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas alpiniste professionnel. » objecta Hank Dorji. « Je descends en premier. Vous me suivrez si c'est sûr. » Sophie voulut protester, puis réalisa qu'il avait raison. « D'accord, mais je descends juste après vous. »« Je viens aussi, » ajouta le docteur Patel. « Si vous trouvez quelqu'un, ils auront besoin de soins médicaux immédiats. » Hank Dorji acquiesça. « Passang, Tachi, vous restez en haut. Assurage constant. Au moindre problème, vous nous remontez. Compris ? » « Compris. » Le Sherpa s'approcha du bord de la crevasse, vérifia une dernière fois son harnais, ses mousquetons, sa lampe frontale, puis, sans cérémonie, il se laissa descendre dans l'obscurité. Sophie regarda la corde se dérouler mètre après mètre, 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. La voix de Hank Dorji résonna dans la radio, déformée par l'écho. « C'est étroit ici. Les parois se rapprochent. Je vois, attendez, il y a quelque chose. » « Quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Des marques dans la glace, des entailles. Quelqu'un a été ici, quelqu'un a essayé de grimper ou de descendre. » Sophie échangea un regard avec Thomas. 40 mètres, 50 mètres. J'approche du fond, je vois. Mon Dieu. Hank Dorji, qu'est-ce qu'il y a? Répondez. Un long silence. Puis, dans un murmure qui fit froid dans le dos de tous ceux qui écoutaient, vous devriez descendre. Vous devriez tous descendre et voir ça. Parce que personne ne va croire ce que je vois. À l'intérieur de la crevasse, 30 mars 2024, 18h47. Sophie descendait lentement dans l'obscurité glaciale, sa lampe frontale projetant un cercle de lumière tremblante sur les parois de glace qui l'entouraient. Le froid ici était différent, plus profond, plus ancien, comme si elle descendait dans les entrailles de la terre elle-même. Chaque respiration produisait un nuage de vapeur qui se figeait presque instantanément en minuscules cristaux de glace. Au-dessus d'elle, la lumière du jour n'était plus qu'un rectangle pâle, de plus en plus petit. Autour d'elle, les parois de la crevasse se rapprochaient progressivement.
passant de 2 mètres à 1,50 m, puis à 1 mètre. C'était comme descendre dans l'œsophage d'un géant endormi. « Attention, docteur Renaud !» résonna la voix de Hang Dorji dans sa radio. « Dans 3 mètres, il y a un rétrécissement. Vous devrez vous tourner de côté pour passer. » Sophie atteignit l'endroit mentionné, un étranglement où les parois de glace se rejoignaient presque. Elle dut effectivement se tourner, sentant la glace pressée contre son sac à dos et sa poitrine. Un instant de panique la saisit. Et si elle restait coincée? Mais elle continua, forçant son corps à avancer centimètre par centimètre. Puis, soudainement, l'espace s'ouvrit. Sophie émergea dans une cavité plus large, presque une chambre naturelle creusée dans la glace par quelques caprices géologiques anciens. Le sol n'était pas directement en dessous, mais légèrement décalé. La crevasse avait dû se déplacer au fil des années, créant cette poche d'espace. Sa lampe frontale balaya l'environnement. Et elle vit. Au centre de la cavité glacée, éclairée par la lampe frontale de Hang Dorji, qui se tenait à quelques mètres, se trouvait ce qui ressemblait à un campement. Un minuscule campement de survie improvisé dans les conditions les plus impossibles imaginables. Des morceaux de cordes d'escalade avaient été tendus entre des pitons enfoncés dans la glace, créant une sorte de structure tendue, peut-être pour suspendre un équipement, pour créer une isolation thermique rudimentaire. Un sac à dos déchiré gisait contre une paroi, son contenu éparpillé, des emballages vides de rations d'urgence, des bouteilles d'oxygène vides, une lampe frontale brisée. Et là, recroquevillé dans un coin de la cavité, enveloppé dans ce qui ressemblait à une combinaison d'escalade en lambeaux et un sac de couchage d'urgence argenté, se trouvait une forme humaine. Le docteur Patel, qui descendait juste derrière Sophie, la dépassa immédiatement et s'agenouilla près de la forme. Ses mains gantées touchèrent doucement l'épaule de la silhouette. « Il y a quelqu'un ici. Quelqu'un est... Mon Dieu, il y a un pouls. » Sophie sentit ses jambes se dérober. Thomas, arrivant à son tour, la rattrapa par le bras. « Un pouls? C'est impossible, absolument impossible. » Le docteur Patel avait déjà sorti son équipement médical, des instruments spécialement adaptés pour fonctionner dans le froid extrême. Il plaça un oxymètre de pouls sur un doigt exposé. La peau était d'un gris bleuâtre inquiétant, couverte de gelures sévères. Pouls à 22 battements par minute, saturation en oxygène, à peine mesurable. Température corporelle, je ne peux pas obtenir de lecture précise, mais elle doit être autour de 26-27 degrés. C'est de l'hypothermie profonde, extrême. Techniquement, cette personne devrait être morte depuis longtemps. Mais elle ne l'est pas, murmura Sophie, s'agenouillant de l'autre côté. Elle tourna doucement la tête de la personne vers la lumière. C'était un homme, ou ce qui restait d'un homme. Son visage était méconnaissable, couvert de gelures noires, la peau parchemineuse et desséchée par 6 ans d'exposition au froid extrême. Ses lèvres étaient fendues et sanglantes. Sa barbe était longue et emmêlée, givrée par son propre souffle gelé. Mais sous tout cela, sous les dégâts physiques horribles, « Julien Marceau », dit Hang Dorji d'une voix tremblante. « C'est lui. Je reconnais son équipement. La marque de sa combinaison. Mon Dieu, c'est vraiment lui. » Mais Sophie sortit son appareil photo, commençant à documenter avec des mains tremblantes. Chaque image était plus impossible que la précédente. Comment un être humain pouvait-il survivre 6 ans à 8000 mètres dans une crevasse glacée, sans nourriture adéquate, sans chaleur, sans communication avec le monde extérieur? Il faut le remonter, immédiatement, ordonna le docteur Patel. Chaque seconde compte. Si on peut le réchauffer lentement, il y a peut-être une chance. Hang Dorji parlait déjà dans sa radio. Pasang Tashi préparait le système d'extraction d'urgence. Nous avons un survivant. Je répète, nous avons un survivant. Préparez également une évacuation d'urgence vers le camp de base. Pendant que les Sherpas préparaient l'extraction, Sophie examina le reste de la cavité. Ce n'était pas seulement un endroit où quelqu'un s'était effondré et avait attendu la mort. C'était un lieu où quelqu'un avait lutté pour survivre. Les parois montraient des dizaines d'entailles, des marques de jours comptés peut-être, des tentatives de creuser une sortie. Les emballages de rations étaient méticuleusement empilés, économisés, rationnés avec une précision désespérée. Une bouteille d'oxygène avait été modifiée, reconvertie en une sorte de système de récupération d'eau. La glace fondue par la chaleur corporelle, condensée dans le masque, recueillie goutte par goutte. Il a fait tout ça,
murmura Thomas, regardant autour de lui avec une horreur fascinée. Il a survécu, pendant 6 ans, seul, dans l'obscurité totale. Ce n'est pas possible, répéta Sophie, même si les preuves étaient devant ses yeux. Le métabolisme humain ne peut pas fonctionner à ces températures. Le cerveau devrait avoir subi des dommages irréversibles après quelques heures sans oxygène adéquat. La malnutrition seule aurait dû le tuer en quelques mois. Et pourtant, dit le docteur, Patel, fixant l'oxymètre qui clignotait faiblement, son cœur bat toujours. L'extraction prit 45 minutes terrifiantes. Julien fut attaché à un brancard spécial, enveloppé dans des couvertures thermiques d'urgence, connecté à un système d'oxygène portable. La remontée à travers l'étranglement de la crevasse fut cauchemardesque. Plusieurs fois, le brancard se coinça, nécessitant des ajustements délicats alors que chaque seconde comptait. Quand ils émergèrent enfin à la surface, la nuit était tombée complètement. Les étoiles brillaient avec une clarté terrible dans le ciel sans pollution. La température avait chuté à moins 50 degrés. Une équipe médicale d'urgence attendait au camp 2 alerté par radio. Julien fut transporté aussi rapidement que possible, ce qui, à cette altitude, signifiait terriblement lentement, descendant mètre par mètre vers l'air plus épais, vers la chaleur relative, vers la vie. Camp de base Nord, 31 mars 2024, 4h17 du matin. Dans la tente médicale d'urgence, équipée de tout ce que la médecine moderne pouvait offrir en haute altitude, une équipe de 4 médecins et 6 infirmiers luttait pour faire ce qu'aucun manuel médical ne décrivait. Ramener à la vie un homme qui était resté dans un état entre la vie et la mort pendant 6 ans. Température corporelle remonte lentement, annonça une infirmière. 28,3 degrés. Pouls à 30 battements par minute. Continue le réchauffement passif. Rien d'agressif. Son système pourrait aller en choc, ordonna le médecin-chef, le docteur Kumar, un spécialiste indien de la médecine d'altitude avec 30 ans d'expérience. Qu'est-ce que donnent les analyses sanguines? Catastrophique. Hémoconcentration sévère, électrolytes complètement déséquilibrés, fonction rénale presque inexistante. Foie, je ne comprends même pas comment il fonctionne encore. Sophie, autorisée à observer depuis un coin de la tente, regardait avec une fascination horrifiée. Sur les moniteurs, elle voyait les signes vitaux de Julien Marceau, battements cardiaques irréguliers mais persistants, respiration superficielle assistée par ventilateur, activité cérébrale. Attendez. Docteur Kumar, appela-t-elle. L'EEG, il y a de l'activité. Le médecin se tourna vers le moniteur d'électroencéphalogramme. Les lignes ondulaient doucement, pas normalement, pas comme un cerveau fonctionnant à pleine capacité, mais indéniablement active. Il est conscient? Impossible à dire. Mais son cerveau fonctionne. D'une manière ou d'une autre, après 6 ans sans oxygène adéquat, sans nutrition appropriée, son cerveau fonctionne. À 6h23 du matin, alors que le soleil commençait à se lever sur l'Himalaya dans une explosion de couleurs orangées, les yeux de Julien Marceau s'ouvrirent. Ce ne fut pas un réveil soudain et dramatique. Ce fut un processus lent, les paupières tremblant d'abord, puis s'entr'ouvrant légèrement, révélant des yeux qui avaient été dans l'obscurité totale pendant 2191 jours. Sophie était la plus proche. Elle vit le moment exact où la conscience revint dans ce regard, une étincelle de lucidité qui perçait à travers le voile de confusion et de douleur. Les lèvres de Julien bougèrent. Aucun son n'en sortit. Ses cordes vocales étaient trop endommagées. Mais Sophie, lisant sur ses lèvres, comprit ce qu'il essayait de dire. Combien de temps? Elle prit sa main, ou ce qui en restait, les doigts noirs de gelure sévère, et serra doucement. 6 ans, murmura-t-elle. Vous avez survécu 6 ans. Une larme, une seule, se forma au coin de l'œil de Julien. Elle gela presque instantanément sur sa joue ravagée. Puis, ses yeux se refermèrent, et il retomba dans l'inconscience. Épilogue, 3 mois plus tard, hôpital universitaire de Grenoble, France, 28 juin 2024. Sophie se tenait devant une salle de conférence bondée de journalistes, de scientifiques, de médecins et de représentants gouvernementaux. Les flashs des caméras l'aveuglaient presque. Sur l'écran géant derrière elle, des images de la crevasse, de l'extraction. Des données scientifiques impossibles. « Mesdames et messieurs », commença-t-elle, sa voix amplifiée par les microphones, « ce que je vais vous présenter aujourd'hui défie tout ce que nous pensions savoir sur les limites de la survie humaine. » Elle cliqua sur la télécommande. Une image de Julien apparut,
Pas celle de l'homme ravagé sorti de la glace, mais une photo récente. 3 mois de soins intensifs avaient accompli des miracles. Il avait perdu tous ses doigts et orteils à cause des gelures, mais il était vivant, conscient, capable de parler. Julien Marceau a survécu 2191 jours à 8 piles 127 mètres d'altitude, dans des conditions qui auraient dû le tuer en quelques heures. Comment? Nous commençons seulement à le comprendre. Elle expliqua les découvertes. Comment le froid extrême avait plongé Julien dans un état d'hibernation involontaire, ralentissant son métabolisme à moins de 10% de la normale. Comment la cavité de glace avait créé une isolation parfaite, maintenant juste assez d'oxygène pour une survie minimale. Comment son corps avait adapté d'une manière que la science ne comprenait pas encore complètement, réduisant toutes les fonctions non essentielles à leur minimum absolu. Mais la vraie question, continua-t-elle, n'est pas seulement comment il a survécu physiquement, c'est comment il a maintenu sa volonté de vivre, son esprit intact, dans l'obscurité totale, le froid absolu, l'isolement complet, pendant 6 ans. Elle fit une pause, laissant les mots résonner. À cette question, seul Julien peut répondre. Et avec sa permission, il va le faire maintenant. Les portes latérales de la salle de conférence s'ouvrirent. Un fauteuil roulant entra, poussé par une infirmière. L'homme assis dedans portait des gants spéciaux sur ses mains mutilées, une écharpe autour du cou pour protéger sa gorge encore fragile. Mais ses yeux qui avaient vu l'impossible, étaient clairs et déterminés. Julien Marceau roula jusqu'au microphone. Un silence total s'installa dans la salle. « Vous voulez savoir comment j'ai survécu ?» dit-il, sa voix rauque mais audible. « Je vais vous le dire. J'ai survécu parce que j'ai fait un choix chaque jour, chaque heure, chaque minute de ces 6 années. Le choix de prendre une autre respiration, de fondre un autre morceau de glace, de compter un autre jour sur la paroi. » Il fit une pause, ses mains gantées serrant les accoudoirs du fauteuil. « J'ai survécu parce que j'ai pensé à ma sœur, Émilie, à mes neveux, à tous ceux qui m'attendaient. J'ai survécu parce que j'ai refusé de laisser la montagne gagner. Et j'ai survécu parce que, au fond de cette obscurité, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais pas que je possédais. Une volonté qui était plus forte que le froid, plus forte que la faim, plus forte que la solitude. » Il regarda directement les caméras et à travers elles, le monde entier. « Je ne suis pas un héros. Je suis un homme qui a fait une erreur terrible, qui a payé un prix que personne ne devrait payer, et qui a eu une chance impossible d'avoir une seconde vie. Utilisez mon histoire comme vous voulez, comme un avertissement, comme une inspiration, comme une étude scientifique. Mais souvenez-vous de ceci, les limites que nous pensons infranchissables ne le sont parfois pas. » Les applaudissements éclatèrent, résonnant dans toute la salle. Dans le fond, Sophie regardait avec un mélange de fierté scientifique et d'émerveillement humain. L'homme impossible, le survivant qui ne devrait pas exister. La preuve vivante que parfois, juste parfois, les miracles se cachent dans les endroits les plus sombres et les plus froids. Sur l'Everest, dans cette crevasse à 8127 mètres, le vent continuait de souffler à travers la cavité maintenant vide. La glace craquait et se déplaçait imperceptiblement, effaçant lentement les traces de ce qui s'était passé là. Dans quelques années, il ne resterait rien, juste une histoire que personne n'aurait cru si elle n'avait pas été documentée par chaque instrument scientifique imaginable. La montagne gardait ses secrets, sauf celui-ci. Celui-ci, elle avait été forcée de rendre. Et pour la première fois dans son histoire millénaire, l'Everest avait perdu.